Bonsoir à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission que vous retrouvez sur Éclair TV tous les jeudis, émission de football, mais également émission de gros sous puisqu'il y a une cagnotte de 2 millions d'euros à gagner au premier rang du Parions Sport l'Autofoot 15 ce dimanche 3 octobre prochain. Avec moi, comme chaque jeudi, j'ai envie de dire, Maître Pascal Bon. Bonsoir Maître. Bonsoir Ronny, bonsoir à tous. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Allez-y. Le client d'aujourd'hui est un client très sérieux, c'est un gros client. Comme toujours. Le Barça, faillite organisée. On discutera sur la qualification. On va en discuter dans quelques instants. Patrice Basile, également présent. Bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, merci d'être là. Merci d'être là. Guillaume Michaud, bonsoir. Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir les footeux. Philippe Briot, notre invité du soir, n'est autre que le responsable communication et marketing de la Ligue guadeloupéenne de football. Bonsoir Philippe. Bonsoir Ronny, merci pour l'invitation également. Comment se porte la Ligue guadeloupéenne de football? Elle se porte bien, mais elle se porterait mieux si on pouvait reprendre les activités. Et on est quelque peu embêtés parce que ce qui nous anime tous, c'est de jouer et de enfin repousser le ballon et retrouver les rectangles verts. Malheureusement, pour l'instant, on est un petit peu frustrés et on ronge notre frein, on prend notre mal en patience. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué et ça risque de l'être encore un peu plus puisqu'on a ce frein, ce pass sanitaire qu'on a du mal à faire appliquer dans le football guadeloupéen. Alors nous, on n'a pas pour vocation à mettre des obligations, donc c'est vrai que c'est un peu le bon vouloir de nos licenciés, des dirigeants des clubs. C'est la consigne de la fédération. C'est la consigne, effectivement, ouais, mais alors après, il faut pouvoir la faire appliquer, et c'est là où l'adapter. Donc on essaie, en tout cas le président d'Artron essaie de faire en sorte qu'il y ait des solutions, qu'on puisse avoir des adaptations si c'est possible. Et essayer de reprendre le plus rapidement possible parce que par exemple il y a la Coupe de France qui arrive et si on veut être dans les clous du calendrier et rester et avoir un représentant, il faut qu'on reprenne avec aussi faut que les clubs aussi aient pas de la bonne volonté, c'est pas ça, puisqu'encore une fois on va obliger personne. Mais voilà, il faut que ça soit d'une collaboration commune entre les dirigeants de la Ligue et ceux des clubs. Comment la Ligue imagine-t-elle cette reprise, si reprise il doit y avoir? Si reprise doit y avoir, ça c'est sûr qu'elle sera, c'est pour ça que je parlais des clubs. On est forcément, on marche main dans la main. Nous, on essaie de les accompagner et de faire en sorte que ça soit qu'il y ait une reprise dans un cadre sécurisé et accompagné. Donc ça, c'est notre rôle parce qu'on sait, heureusement ou malheureusement, que les jeunes, les joueurs jouent, mais pas dans un cadre sécurisé. Donc nous, ce qui nous anime, c'est de reprendre les activités, mais dans un cadre qui soit, on va dire, le plus... sécurisé, encore une fois je le répète, mais que ça soit pas sur des souhaits, quoi, parce qu'on sait qu'actuellement il y a de l'activité, il y a du football, mais pas comme on le souhaiterait. Et donc on préfère que ça soit encadré autant que possible, avec certes peut-être des adaptations, mais dans un cadre, j'ai envie de dire, un peu plus légal. Merci Philippe. On va bien évidemment reparler un peu de l'actualité de la Ligue guadeloupéenne de football tout au long de cette émission. Messieurs, les amis, nous avons une passion commune, c'est le football et notamment la Ligue des Champions. Il y a eu 2 journées de Ligue des Champions, en tout cas 2 jours de match de Ligue des Champions, une journée, la deuxième journée de la Ligue des Champions, mercredi et mercredi et mardi, avec des fortunes diverses pour les clubs français engagés. Victoire pour le Paris Saint-Germain, défaite pour Lille. Oui, c'est vrai que pour Paris Saint-Germain, dans toutes les bouches, c'était victoire au mérité, victoire opportuniste, voilà. Comme on dit, clinique. Mais en tout cas, moi, j'ai aussi apprécié, excusez-moi du peu, le shérif. Le shérif, qui a flingué. Le shérif fait-moi peur. Voilà, il fait peur et qui, tranquillement, quand il est en place de son groupe, avec 2 victoires nettes, sans bavure. Là encore, il n'y a pas eu de contestation là-dessus. Très beau jeu, efficace, face au Real de Madrid. Donc, moi, j'ai aimé aussi, le Bayern de Munich et Liverpool, qui déroulent, comme on dit, et qui montrent qu'ils sont, en tout cas, ils tiennent leur rang. Quid autrement pour le Barça et pour City. Alors Patrice, vous avez bien compris que ce n'est pas Maître Pascal Bon qui parlera du Paris Saint-Germain, un bon Marseillais qu'il aime. On va parler tout à l'heure de l'Olympique de Marseille. Le PSG qui a remporté donc son match
Match que l'on beaucoup donné perdu pour le PSG après justement on va dire son faux démarrage à Bruges. Et finalement, les Parisiens ont assuré lors de ce match-là. C'est le match que tout le monde attendait, hein, logiquement. Paris Saint-Germain a été attendu comme vraiment le Messi, si je puis dire. Et c'est vrai que contrairement au match de Bruges, là, on a véritablement vu un match de Champions League animé, avec suspense, où effectivement les deux équipes se sont donné vraiment un match terrible, quoi, puisqu'il y a eu une partie qui était un petit peu favorable à City, et l'autre, la deuxième mi-temps, qui était plus Paris. Et puis, il y a eu, évidemment, l'éclair de génie qu'on attendait depuis très longtemps, l'éclair de génie de Messi, qui a illuminé ce match et qui a fait que ce match était un match à part, finalement, pour le plaisir de tous les amoureux de football. Parce que, qu'on soit Marseillais, Parisien ou autre, quand on voit un joueur comme Messi faire ce qu'il fait, c'est magnifique. Et c'est pour ça qu'il est venu à Paris. Donc, pour moi, ce match, c'était vraiment... c'était un peu comme le match comment dirais-je... de Bayern l'année dernière, où l'équipe a été solide, a été, je dirais, solidaire. Et puis, ce petit éclair en plus qui a fait que, voilà, on a eu une magie supplémentaire qui a fait la différence. On est passé dans une autre dimension, voilà. Guillaume Michaud. Oui, franchement, ils n'arrêtent pas de me surprendre, le Paris Saint-Germain. Au moment où on se dit ils vont peut-être perdre un match, ils ne sont pas en forme, c'est à ce moment-là qu'ils répondent présent. On a vu ça à plusieurs reprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un match contre Liverpool, coup près, il y a quelques années, ils étaient présents. Des matchs en poule l'année dernière déjà, où c'était très compliqué. Ils étaient dans le groupe, il y avait Manchester et Leipzig, et ils s'en sont sortis quand même malgré un départ très compliqué. Donc bravo à eux. Et, franchement, ça leur ouvre, je pense, la voie pour la suite, parce que bon, il y a deux équipes quand même qui, je pense, sont un peu plus faibles dans le groupe. Ils ont battu le plus gros. C'est bien comptablement. Après, j'aimerais juste parler un peu de l'Ajax, qui a fait un superbe match. Premier match, ils vont exploser Sporting. Et franchement, qu'on les voit jouer, ça fait plaisir à voir. Et puis surtout, à l'heure qui marque, alors qu'on l'avait un peu oublié après un passage en Angleterre, là, il revient en forme. Et voilà, ça fait plaisir à voir. Philippe, votre regard sur cette journée de Ligue des alors Champions? moi, je vais mettre un petit bémol sur la prestation parisienne. Effectivement, on est content parce qu'ils ont battu un gros. Maintenant, moi, je me demande à quel moment cette équipe-là, avec les talents qu'ils ont, ils vont un petit peu prendre la mesure de leur adversaire, c'est-à-dire dans le jeu. Parce que effectivement, City, c'est un jeu de possession, c'est toujours le ballon. Et je me dis qu'en face, Paris, souvent dans les gros matchs, ça a été le cas contre le Bayern, c'est souvent transition rapide, on joue vite vers l'avant. Et je me dis qu'à un moment donné, ils ont quand même des gars qui savent contenir le ballon, les Verratti, Gana Gueye, etc. Herrera, il n'y avait pas Di Maria, mais Neymar, Mbappé, bref, on les connaît tous. À un moment donné, je me dis, voilà, quand c'est qu'ils vont un petit peu des fois imposer leur jeu et pas forcément toujours subir. Ça, c'était l'aspect un peu, pisse-froid. Rappelez-moi le résultat du match. Ah, mais ils ont gagné 2-0, donc c'est l'essentiel. Je l'ai dit, tant mieux, ils ont gagné. Et non, je voulais juste souligner, une fois de plus, Cristiano Ronaldo. Ouais, énormissime. Ce joueur, c'est incroyable. Évidemment, le PSG a Messi, mais Cristiano Ronaldo, on se dit, il repousse toujours les limites des records. Il est, je sais pas, 15 records sur la Ligue des Champions, meilleur buteur sur le plus grand nombre de matchs, etc. etc. Et on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais, quoi. Et tant mieux, parce que s'il peut repousser ça jusqu'à 45 ans, moi, je suis preneur. Les amis, Ligue Europa, défaite, le match nul pour Marseille et victoire pour Rennes. On va pas s'éterniser, bien évidemment, sur le sujet, mais quand même, les Marseillais qui restent sur 4 matchs sans victoire, Philippe. Sans victoire, c'est ça. Je continue, une déception parce que, ce que je disais aussi hors antenne, le jeu de Sampaoli devient de plus en plus prévisible. Et en face, ça prépare les matchs, ça fait de la vidéo, et au bout d'un moment, si tu ne te réinventes pas, et je pense que là, effectivement, le jeu que demande Sampaoli, c'est beaucoup de débauche d'énergie, c'est être à 100% tout le temps, et en ce moment, peut-être qu'ils sont un peu dans le creux. Guendouzi est moins bien, il y a peut-être moins d'énergie. Ils enchaînent les matchs, l'effectif n'est pas non plus hyper pléthorique, donc quand on ajoute tout ça, ça m'inquiète un peu. Parce que je me dis que ça va être de plus en plus dur avec l'enchaînement des matchs. Les Rennais qui s'imposent 2-1, Guillaume, juste avant de rencontrer le Paris Saint-Germain en championnat. C'est pas mal. de bon augure. C'est vraiment pas mal, surtout que le match initial contre Tottenham, ils avaient fait match nul quand même. Donc ils se retrouvent avec 4 points, ce qui est comptablement intéressant. Et effectivement, ça permet de préparer le match contre Paris. Par contre, c'est que je vous dis, c'est pas facile d'enchaîner après. Donc c'est pas forcément un gage d'un bon match contre Paris pour moi.
Voici la grille du Parion Sport Loto Foot 15, c'est la grille numéro 66, elle va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Elle va valoir 2 millions pour peu que vous remplissiez correctement les petites cases et que vous ayez donc les 15 bons pronostics puisqu'il y a 15 matchs. Elle est à valider avant dimanche 8h55, dimanche 3 octobre 8h55. 15 rencontres, donc Saint-Étienne-Lyon, Lille-Marseille, Monaco, Bordeaux, Lorient-Clermont, Angers-Metz, Nantes-3, Liverpool-Manchester City, Tottenham-Aston Villa, Crystal Palace-Leicester, Bayern de Munich contre l'Eintracht de Francfort, Grenade-FC Séville, Villarreal-Betis-Séville, Espagnol-Barcelone-Real Madrid, Fiorentina-Naples et enfin Atalanta. Milan AC, messieurs, on commence par le commencement, le match numéro 1 entre Saint-Étienne et Lyon. C'est le derby que tout le monde attend, notamment les Stéphanois, peut-être le match qui va leur permettre de lancer enfin leur saison. En tout cas, ils en ont une belle occasion, même s'ils sont au fond du trou. Oui, Ronnie, moi je vais quand même privilégier l'aspect psychologique. Et dans le flux, dans cette dynamique, je vois quand même plutôt Lyon dans une meilleure. Et encore aujourd'hui, vous avez vu Toto Gambi qui enfonce le clou en Ligue Europa. Une équipe qui est en confiance face à une équipe qui est en totale, on va dire, non-confiance et mauvaise estime d'elle-même. 20e et bon dernière. Je ne vois pas, même à l'extérieur, Saint-Étienne faire donc jeu égal avec Lyon. Donc victoire à l'extérieur pour moi de Lyon. Et pourtant, regardez bien cette petite infographie qui va s'afficher dans quelques instants sur votre écran. Vous verrez que les confrontations sont plus qu'équilibrées entre Saint-Étienne et Lyon au global. 44 victoires lyonnaises, 42 matchs nuls et 40 victoires stéphanoises. Donc les équipes sont très proches. Il y a eu exactement 116 confrontations depuis le début de l'histoire du football entre ces deux équipes-là, mon cher Patrice. Je voudrais simplement faire une petite remarque avant sur cette grille, effectivement, qui est extrêmement difficile pour les parieurs, et pour cause, puisque on remarque que maintenant, toutes les équipes sont capables de battre toutes les équipes. Il n'y a pas vraiment de favoris, à part éventuellement PSG qui se distingue des autres. Et ce match-là est encore à part, parce que oui, on peut dire que Saint-Étienne est dernier, que Lyon a toutes les chances d'être supérieur en qualité de jeu, etc. Mais ça reste le derby, ça reste le match que Saint-Étienne ne veut surtout pas perdre. Et s'il y a un match où Saint-Étienne doit réagir, c'est vraiment celui-là. Donc je crois que ça va être un match très compliqué pour Lyon quand même. Il ne faut pas oublier que Lyon, contre des équipes comme Lorient, ont souffert aussi. Que Lyon ont des matchs qui choisissent plus ou moins. Et là, ça va être un match de guerrier en fait. Donc Saint-Étienne, évidemment, vraiment pas favori sur ce match, mais je préfère, moi en tant que parieur, le mettre gagnant. Parce que je pense que sur ce match, on peut avoir une énorme surprise. C'est un derby, encore une fois. Et les Stéphanois qui ont perdu, je ne sais pas combien de matchs de suite, ont vraiment envie de se racheter sur ce match-là. Donc je pense que l'énergie qu'ils vont déployer sera peut-être supérieure à la qualité de leur jeu. Tout simplement. Je suis assez d'accord avec toi, Patrice. Lyon, surtout avant, ils avaient tendance à choisir leur match. Maintenant, c'est un peu moins le cas, mais c'est quand même le cas. Et Saint-Étienne, pour moi, c'est un match qu'ils vont choisir. Clairement, c'est le derby. L'écart de points est quand même assez significatif, et même dans le jeu il est significatif aussi. Je vois pas Saint-Étienne, je les vois couler en fait, honnêtement cette année. Donc le 2, la victoire à l'extérieur. Philippe ? Ouais, moi je suis plutôt dans cette tendance, je vois plutôt Lyon, en tout cas je vois pas Saint-Étienne gagner, même si on compte sur l'esprit, le sursaut d'orgueil, les valeurs, la combativité. Ils sont tellement au fond du saut du trou, les joueurs n'adhèrent plus au discours de Puel qui a un totem d'immunité incompréhensible à Saint-Étienne. Ça fait 2 ans. Il pourrait creuser encore qu'il serait toujours à la tête de l'équipe. Donc franchement, le groupe a lâché le coach. Donc même contre Lyon, je ne les vois pas gagner. Deuxième match de cette grille, il s'agit de Lille-Marseille. C'est un duel d'Européens qui vous est proposé, messieurs. Marseille qui a gagné 4 fois à Lille au cours de ses 10 derniers déplacements. C'est la 116e confrontation entre les deux équipes. Maître Pascal Bon, j'imagine que la victoire marseillaise est pour vous déjà acquise. Oui, cet axe nord-sud, avec une victoire de Marseille peut-être, mais c'est aussi l'occasion, puisqu'on n'en a pas parlé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de la contre-performance, en tout cas le match de Lille hier en Ligue des Champions,
où on a vu encore de bonnes dispositions, mais à la fin, Salzbourg a quand même dominé. Elle a même mené 2-0. Chaque fois, Burak Yilmaz essaie de ramener à lui seul, en tout cas, sous ses épaules, l'équipe de Lille. Mais voici un match dans lequel les deux équipes, puisque vous avez dit encore, vous avez rappelé, on va dire, la contre-performance, peut-être pour moi aussi, un match nul à Galatasaray pour Marseille. Ces deux équipes-là arrivent avec quelque chose qui puisse nous rassurer parce que ce sont des équipes quand même qui sont assez solides. Il y a du mieux depuis quelques temps chez Lille, mais il y a aussi des doutes chez Marseille également. On attend l'efficacité de Milik qui revient devant parce qu'on sait qu'il y a du jeu, mais il manque peut-être ce côté de ses finitions. On a beaucoup d'occasions. Bon, Dieng c'est bien, mais voilà, comme on dit, au moins lui aussi il est bien prévisible. Donc il faut que Milik soit au rendez-vous. Donc je vois quand même moins de victoire de Marseille en tant que Marseillais, c'est vrai. Et puis il ne faut pas perdre du terrain. On est troisième maintenant, on se retrouve derrière Lens. Il faut se rebiffer contre une équipe lilloise qui a douté, qui a des doutes après une défaite en Ligue des Champions. Donc victoire ou peut-être un match nul à cœur défendant. À mon avis, encore un beau match parce que ce Lille-Marseille, c'est quand même une équipe de Lille qui est championne de France en titre. Contre une équipe de Marseille qui cette année annonce la couleur avec un jeu flamboyant, un peu plus flamboyant qu'avant, en tout cas mis en place par Sampaoli. Mais par contre, le problème de Marseille, c'est que Sampaoli demande beaucoup à ses joueurs physiquement. Donc c'est une équipe qui donne et qui, on l'a vu dernièrement d'ailleurs, avec la répétition des matchs, se retrouve avec un effectif qui commence à être un peu essoufflé. Donc c'est un petit peu ça qu'on peut craindre dans ce match-là, que Marseille se retrouve un petit peu à bout de souffle et que Lille, jouant chez eux en plus, eh bien, prennent le pas physiquement tout simplement, et parce qu'ils auront une capacité supérieure avec des joueurs peut-être plus frais, tout simplement. Est-ce qu'on peut regarder la petite infographie que je vous ai proposée tout à l'heure pour le match de Lyon et de Saint-Etienne? Vous allez regarder le nombre, les victoires marseillaises et lilloises, et vous constaterez que Lille a gagné 37 fois, 49 victoires pour l'Olympique de Marseille et 29 matchs nuls. C'est un match à 6 points quand même, mon cher Guillaume Michaud, puisqu'il y a 3 points qui séparent les deux équipes. Si Lille gagne, il revient à hauteur de Marseille. Si Marseille gagne, distance Lille de 6 longueurs, match à 6 points. Exactement, je pense que c'est deux équipes qui viennent pour gagner le match. Lille, effectivement, qui essaie de se rapprocher de Marseille. Après, je pense qu'il ne faut pas prendre forcément appui sur les matchs qui se sont joués en Coupe d'Europe, parce que c'est quand même deux compétitions complètement différentes. Vous venez pas avec le même état d'esprit quand vous allez en Champions League ou Europa League qu'en Ligue 1. C'est quand même le pain quotidien. Et franchement, là-dessus, je vois un match extrêmement équilibré. Marseille, ils ont bien joué quand même la semaine dernière, mais ils se sont fait contrer par Lille. Et je pense qu'ils ont des incertitudes défensives quand même, malheureusement. Tandis que Lille a quand même encore cette expérience de l'année dernière par rapport à Galtier. Défensivement, ça va à peu près. Donc match ouvert, tout est possible, donc ouverture totale. N2, voilà. Comme moi, Philippe, vous voyez un match nul, non? Ouais, j'étais en train d'écouter Guillaume religieusement. C'est vrai que je vois ni Marseille gagner, ni Lille s'imposer. Après, c'est un peu ma fibre marseillaise qui me fait parler. Comme je disais, un peu inquiet sur la dynamique et la tendance. Je remarque juste que ça, c'est un petit peu, c'est mon péché mignon du moment. L'éviction, j'appelle ça une éviction de Steve Mandanda sur le banc, parce que pour moi c'est une fausse concurrence, un faux turnover. Depuis 5 matchs, je constate juste qu'ils ont gagné à Monaco, effectivement 2-0 avec Paul Lopez, le reste c'est 4 matchs sans victoire. Donc à Monaco, les attaquants ont visé plutôt les tribunes qu'autre chose, donc forcément il a gardé sa cage inviolée, mais ça ne me rassure pas plus que ça. Effectivement les Lillois, je me disais mince, on va les prendre au mauvais moment. Parce qu'en championnat, ça a l'air un peu mieux. On se dit que Gourvenec, il a peut-être commencé à prendre la mesure de son effectif. Donc après, le petit revers à Salzbourg n'était pas fait pour me déplaire, parce que c'est toujours une histoire de dynamique, de se dire voilà, ça va repartir ou pas. Donc effectivement, plutôt un match nul. Plutôt un match nul, les amis. Je vous propose pour le match suivant, le 151e match entre Bordeaux et Monaco. C'est plutôt Monaco qui reçoit, Monaco-Bordeaux, deux équipes qui ne perdent plus. Mais ce sont les Monégasques qui restent sur 2 succès de rang face à Bordeaux. Je sais que vous attendez la petite infographie, Maître Pascal Bon. Elle va arriver dans quelques instants sur votre écran. Vous allez regarder ça. 150 confrontations avant celle-là. Et vous allez voir donc le nombre de victoires et de victoires pour chaque équipe. C'est donc 48 victoires pour les Bordelais, 44 pour les Monégasques et 28 matchs nuls. Voilà les éléments qui vous permettent désormais, monsieur,
de me donner votre pronostic. Oui, mon pronostic sera assez conforme, on va dire, à la logique de classement, on va dire. Je resterai sous une victoire de Monaco face à Bordeaux. C'est vrai, journée après journée, il y a du mieux à Bordeaux. Voilà, c'est peut-être pas encore l'équipe la plus sexy, mais c'est vrai qu'il y a du mieux. Mais je vois quand même Monaco, même si aujourd'hui, voilà, moi je fais attention quand même à la dynamique et dynamique de match nul, mais un peu heureuse, hein, on va dire, parce qu'il y a eu un but un peu casquette en Ligue Europa. Quand même, je vois Monaco gagner à domicile face à cette équipe de Bordeaux. En tout cas, c'est pas un match facile à pronostiquer parce que c'est vrai que d'un côté, on a un Bordeaux qui était moribond il y a quelques temps, qui retrouve une équipe, qui retrouve un style, on va dire, qui fonctionne puisqu'ils ne perdent pas depuis un certain moment, comme vous l'avez dit. Et puis il y a Monaco qui est censé avoir une équipe beaucoup plus flamboyante, qui a du mal à trouver, je crois, l'étincelle qui a fait sa différence l'an passé notamment. Donc oui, Monaco joue chez eux, mais bon, on sait très bien que le public monégasque, c'est pas celui de Lens ni de Marseille. Hein. Donc un match compliqué que moi j'aurais plutôt vu en nul parce que c'est deux équipes qui vont peut-être se neutraliser finalement. Donc moi sur ce match-là, je mettrais un nul tout simplement. Ouais, Guillaume? Ouais, je vais partager à peu près le même avis. Effectivement, Monaco à domicile, c'est moins bien qu'à l'extérieur de manière générale. Et Bordeaux, souvent Bordeaux à domicile, c'est nul. Et bah, Bordeaux à l'extérieur, ça peut faire nul aussi. Donc le nul et éventuellement la victoire de Monaco, parce qu'il y a quand même Ben Yedder qui est en forme. Il peut marquer un petit penalty. Voilà, tout est possible. Et si je vous disais, Philippe, que je vois la victoire de Bordeaux avec le premier but d'Mbaye Niang dans le championnat. Il sera qualifié, ouais. Bah écoutez, oui, a priori. Alors moi, je suis pas du tout en phase avec vous. Là, je vois pas du tout Bordeaux aller chercher quelque chose à Louis II. C'est un peu comme Saint-Etienne. Je les trouve vraiment au fond du seau. Si ce n'est que Bordeaux a un peu plus de mental, c'est vrai qu'on l'a vu sur les deux derniers matchs. Ils sont allés chercher des résultats. Enfin, au mental, ils sont allés arracher un nul là, ce week-end. C'était contre Rennes. À Saint-Etienne, sous un déluge, bon, ils vont chercher leur première victoire. Alors effectivement, mentalement, je les sens un peu, ils sont costauds quand même. Ils ont des ressources. Maintenant, je me retrouve pas du tout dans cette équipe. C'est désordonné. Ils ont des bons joueurs, mais je sais pas. Donc Monaco à 100%. Monaco à 100% pour Philippe Briot. Donc victoire de Monaco, c'est sur ce 100% justement que nous allons conclure cette première partie de l'émission. On se retrouve juste après la pause.